Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis à partir de 20h, avec des résultats de matchs, de rencontres, des analyses, des interviews. Mais depuis le mois de juillet, vous l'avez constaté, nous recevons que les présidents de club, que les présidents de ligue, puisque la saison est pratiquement terminée et nous sommes à l'heure des bilans. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, comment ça se passe? Très bien, je pense que vous êtes très bien, vous êtes en vacances, donc il n'y a pas de souci. Il y a pire comme situation. Et puis, comme d'habitude, sur le plateau des invités, et pas les moindres, puisque ce soir nous accueillons le président de la Ligue de tennis, M. Jean-Michel Talbot. Bonsoir Jean-Michel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci à l'invitation. Donc, je réponds favorablement aux invitations dès qu'elles arrivent. Donc, je suis toujours présent pour parler du sport et en particulier du tennis de table. Samuel Perrault, le président de la Ligue de football, qui est un habitué du plateau. Bonsoir Samuel et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Non, avec plaisir. Bonsoir à tous et à toutes. Et puis à votre côté, M. René Meril, président de la Ligue d'escrime. Bonsoir René Meril. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Mais vous êtes aussi le président du CETOSMA, donc vous interviendrez sous deux casquettes ce soir. Tout à fait. Alors, avant de commencer, permettez-moi de remercier Manuela, Grégory et Marvin pour avoir préparé cette émission pour nous. On va commencer par, comme vous le savez, je le disais, les saisons sont terminées, c'est l'heure des bilans. Donc ce soir, nous allons faire le bilan de vos activités et puis parler de la nouvelle saison. On va commencer par le tout nouveau, Michel Talbot, parce que je crois que c'est la première fois que vous venez dans notre studio. Absolument. Et en particulier ce studio, j'ai eu l'occasion de fréquenter le studio qui se trouvait à la Pointe-Simon. Et puis donc ça fait effectivement un moment que je n'avais pas eu l'occasion d'être sur le plateau avec vous. Alors la saison se termine pour la Ligue de tennis de table, je présume. Alors quel bilan vous en faites? Un bilan particulièrement satisfaisant, en tout cas à mon niveau. J'ai un regard assez ouvert sur la question. Nous avons, malgré les difficultés que nous avions pu rencontrer concernant le problème sanitaire, réussi à mettre en place donc une compétition par équipe, une compétition individuelle. Et puis, nous avons réussi à maintenir un certain nombre de licenciés à flot pour pouvoir nous permettre d'évoluer aussi au niveau Antilles-Guyane. Est-ce que vous avez perdu des clubs et des licenciés pendant cette crise? Alors, s'agissant des clubs, donc, nous avons fait le plein, donc nous avons gardé nos 10 clubs. Par contre, au niveau des licenciés, nous pouvons, dans la globalité, compter à peu près 50% de pertes, puisque nous passons d'environ 300 licenciés à un peu plus de 150 licenciés cette année. Oui, donc situation qui a l'air un petit peu tendue. Qu'est-ce qu'il a pu y avoir comme compétition d'organiser en Martinique avec le reste des licenciés? Eh bien, comme je le disais en préambule, nous avons mis en place donc, des championnats par équipe, niveau régional, niveau départemental, aussi bien chez les seniors toutes catégories que chez les jeunes. Ce n'était pas gagné d'avance, en particulier chez ces derniers. Et puis nous avons mené aussi à bien le championnat individuel qui a donné, il y a grosso modo un mois, les titres de champion de Martinique. Dans toutes les catégories, minimes, cadets, benjamins, poussins même, seniors, chez les dames également, comme chez les messieurs. Y a-t-il eu des rencontres anti-Guyane et éventuellement des rencontres plus larges que le périmètre anti-Guyane? Alors, nous avons effectivement eu donc, une rencontre anti-Guyane, une rencontre forte d'ailleurs. Donc, c'est une rencontre qui se passe normalement tous les 2 ans aux Antilles-Guyane, tantôt en Martinique, tantôt en Guadeloupe, tantôt en Guyane. Et nous avions à charge de l'organiser depuis déjà 2 ans.
les conditions sanitaires ne nous avaient pas permis de les réaliser donc, en 2020. Donc en 2022, nous avons pris le pari, une fenêtre s'est ouverte, donc on a profité de cette occasion et nous avons organisé ce championnat anti-Guyane où bien évidemment il y avait nos camarades donc, des départements français d'Amérique, mais également, je dois le dire, je dois le souligner, des invités, puisque nous avions la Ligue d'Île-de-France pour une première, donc Ligue d'Île-de-France avec laquelle nous avons signé une convention de coopération. Et puis, nous avions également dans nos rangs Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Donc, c'était quand même une compétition de grande envergure avec des rencontres très intéressantes. Vous restez avec nous, nous irons sur un ballon, mais un peu plus gros. Je vous parle du football. Samuel Perrault, on sait que le football a connu, pas des difficultés, mais ça a été un peu compliqué d'organiser le championnat. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça s'est produit ? Alors, on satisfait, oui, de la résilience en quelque sorte dont ont fait preuve tous les acteurs finalement de la discipline. Mais je crois que le football n'est pas le seul à avoir résisté. Le monde sportif, globalement, Jean-Michel l'a dit tout à l'heure, a pu quelque part surmonter ces difficultés liées à la crise, les difficultés liées à la crise sanitaire. Donc on a effectivement pu s'adapter, on a même ensemble, collectivement, trouvé des solutions innovantes, quelque part, qui ont créé justement un petit peu un appel populaire, un appel d'intérêt. Donc il faut collectivement s'en féliciter. On a eu, c'est vrai, un impact sur les compétitions dans un premier temps, avec aussi également un impact sur le nombre de licenciés, puisqu'on avait perdu en début de cette saison, au plus fort de la crise, au moment des différentes interruptions. On avait perdu jusqu'à 60% des licenciés, puisqu'il faut rappeler que les licenciés football sont en grande partie des jeunes acteurs, puisque sur ce qu'on a l'habitude de dire sur les 9 ou 10 000 licenciés que le football recense, c'est pratiquement 5 ou 6 000 jeunes, c'est-à-dire les moins de 18 ans. Donc c'est effectivement, pour diverses raisons, c'est cette catégorie, cette population qui avait été le plus touchée parce que les parents soit avaient du mal à prendre la licence parce qu'il y avait une incertitude sur le déroulement des compétitions, les questions de passe sanitaire, les questions aussi de sécurité sanitaire ont fait que pendant longtemps, il y a eu ce recul de la prise de licenciés. Et puis au fil de la saison, et notamment au moment où les compétitions ont pu reprendre, on a rattrapé en quelque sorte le temps entre guillemets perdu pour finir autour de 6 ou 7 000 licenciés quand même en cette fin de saison. Est-ce qu'au niveau du football féminin, c'est pareil, c'est une réelle satisfaction ? Alors, le football féminin, il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Depuis 3-4 ans, on est un petit peu au creux de la vague, notamment pour ce qui concerne les seniors. C'est pas étonnant parce que on a une réalité démographique qui fait que ce qui est difficile pour on va dire les seniors masculins devient encore plus pour les féminines. Donc on résiste en quelque sorte. On a, s'il faut parler du championnat de régional 1, on a une dizaine d'équipes. Alors une année on en a 9, une année on en a 10, ça tourne autour des dizaines d'équipes. Donc il y a un nombre de licenciés seniors qui est stable, mais qui est faible par rapport au ratio qu'on peut connaître sur le plan national. Par contre, il y a de réelles satisfactions s'agissant des jeunes, puisqu'il y a des activités compétitives qui ont été mises en place pour les jeunes, même s'il n'y a pas véritablement de championnat de jeunes en place, mais il y a de nombreux plateaux qui sont organisés sous forme de plateaux compétitifs, et on a de nouveau un appel d'air
auprès des jeunes filles qui sont de plus en plus intéressées. Et puis on a aussi mis en place des politiques d'incitation pour les clubs, pour créer des sections féminines jeunes, pour encourager la mixité. Parce que comme vous le savez, les jeunes filles peuvent jouer jusqu'à l'âge de 14 ans en mixité avec les garçons. Donc c'est voilà. Et puis également le travail qu'on fait avec l'éducation nationale, avec des sections sportives éducatives, mais également des sections sportives d'excellence. Une classe football qui existe depuis 3 ans au lycée de Bellevue. Donc voilà, le travail continue, mais effectivement, compte tenu de cette réalité sociétale martiniquaise et des problèmes démographiques, c'est pas simple de continuer à développer. Et puis il y a aussi le futsal qui a disputé la Coupe de la Martinique et le championnat. Donc une réelle satisfaction. Oui, le futsal, c'est peut-être celui qui, en termes de pratique, celle qui a le mieux résisté, parce qu'il y a un véritable engouement, et malgré le non-engagement d'un certain nombre de clubs, ceux qui sont restés ont pu finir le championnat, finir les compétitions de la saison précédente. C'est vrai qu'il y avait 16 équipes et là, voilà, 8 qui ont disputé. Oui, c'est ça. Donc, mais bon, compte tenu des difficultés quand même en termes d'organisation, en termes d'infrastructures qu'on connaît pour ce futsal, je trouve qu'il a quand même très bien résisté, malgré l'absence d'une infrastructure. Vous avez une infrastructure, par exemple, qui était très utilisée ces dernières années pour le futsal et qui n'a pas pu l'être cette année. C'est l'IMS qui était en travaux, il faut le préciser. C'est pas de la mauvaise volonté de la part des gestionnaires de cet équipement, c'est qu'il était en travaux. On espère pouvoir retrouver cet espace le plus vite possible. Alors, au niveau de l'escrime au Numéril, est-ce que vous avez passé une bonne saison? On peut parler comme ça? On peut parler comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons, comme nos autres collègues, subi les conséquences de la pandémie, où on a perdu quand même près de 40% de nos licenciés, mais on a réussi à maintenir le niveau de qualité en termes d'entraînement, et c'est vrai que le haut niveau n'a pas trop bougé et on a gardé nos éléments, ce qui fait qu'on a terminé quand même en beauté cette année, aussi bien en M20, en M17, en M15, puisqu'on ressort avec un titre de champion de France en M15 à l'épée. On ressort avec des médailles de bronze et d'argent par équipe en M17. Donc, on termine sur une belle saison. Et puis également une satisfaction au niveau des handisports, la pratique handisport, puisqu'on a également des champions de France en hommes et garçons au Fleuriel. Donc, ce qui nous donne à la fois le plaisir de la saison qui s'est bien terminée, mais également commencer à se poser la question sur la saison d'après, ou comment on va s'organiser, quels sont les moyens qu'on mettra en place, parce qu'aujourd'hui on a des jeunes qui performent, mais il faut pouvoir les accompagner dans cette trajectoire. Est-ce qu'il y a plus de licenciés hommes que de femmes? Oui, il y a beaucoup plus de licenciés hommes que de femmes. Et c'est également le problème que nous rencontrons, qui est la féminisation du sport et toutes les incitations à mettre en place pour faire venir beaucoup plus de filles au niveau du sport. Et pour revenir au niveau de la pandémie, peut-être qu'on en reparlera également, je dirais que ce que je dis à certains bénévoles, on a perdu des licenciés, mais on a aussi perdu des bénévoles. Et les bénévoles qui restent ne sont plus des bénévoles, mais des militants, parce qu'on se retrouve à beaucoup moins à faire autant, sinon plus. Donc c'est là un challenge important. Et puis on a un vrai challenge pour encadrer notre jeunesse, parce que quand on perd la moitié de nos licenciés, ça veut dire que c'est autant de jeunes qui restent chez eux au niveau oisif. Et c'est vrai que quand on met ceci, plus la perte des jeunes actifs qu'on perd au niveau de la Martinique régulièrement chaque année, on a un vrai souci. On a un vrai souci et on parle de violence ces dernières années. Il y a eu une réunion politique sur la notion de la violence, mais l'une des solutions à cette violence, c'est de permettre d'avoir le maximum de jeunes à la pratique sportive et depuis les écoles primaires. Parce que les valeurs du sport peuvent permettre justement de contrecarrer un petit peu ce que nous subissons aujourd'hui.
Est-ce que pour le tennis de table, c'est pareil, il y a plus d'hommes que de femmes au tennis ou... Absolument, oui. Il y a beaucoup plus de messieurs que de dames. C'est d'ailleurs là un des points de progression dont on prendra la tâche les mois à venir, les semaines à venir pour cette nouvelle saison qui se présente, puisqu'on a un potentiel qu'on pourrait mettre en place pour permettre à ce que notre effectif puisse augmenter. Alors, vous êtes aussi le président du CETOSMA, donc la question serait pareille, quel bilan au niveau du CETOSMA? Est-ce que... Le bilan du CETOSMA est à la fois positif et contrasté. Positif parce que malgré la pandémie, sur l'ensemble des disciplines, je crois que on a mis des bouchées doubles. Les présidents des comités, les différents présidents ont mis les bouchées doubles pour pouvoir à la fois terminer et boucler leur championnat dans de meilleures conditions. Donc on a assisté à de très belles manifestations, le tour cycliste qui vient de se faire, les grandes manifestations ont été à nouveau autorisées et les différents championnats ont pu se tenir vaille que vaille avec les moyens du bord et on a assisté, toutes disciplines confondues, à de très bonnes manifestations. Et puis contrasté parce que derrière se pose et un certain nombre de ligues je sais, vont entrer sur des séminaires ou des regroupements pour se poser sur l'avenir, tirer le bilan des 2 années qui viennent de s'écouler et comment on se restructure, comment on se repense pour les prochaines saisons. Et là, le CETOSMA prendra sa part. Alors, est-ce que les ligues vous font un compte rendu de leur activité à l'issue de chaque saison? Non. Ça, ce sont des choses qui devront se mettre en place. Ah, ok, d'accord. Okay. Sinon, en termes de perspective, qu'est-ce que le CETOSMA va mettre comme moyen pour remettre sur pied le sport martiniquais dans une situation donc de progression par rapport à ce qui s'est passé avant 2020? C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà des actions à la fois, déjà des actions de sensibilisation, comme la caravane du sport qui a commencé cette semaine, caravane du sport, et puis qu'on va prolonger avec une autre manifestation au courant octobre, qui sera la plage, c'est à nous, donc la même opération de découverte et d'initiation sur tous les sports de plage. Et puis remettre en place un certain nombre de manifestations qu'on avait oubliées depuis 2 ans, comme la nuit des arts martiaux qui aura lieu début décembre. Et là, on va remettre en place tous les arts martiaux. Et puis le retour des grandes compétitions. Donc, une grande compétition sur les Jeux des plages en Colombie en novembre. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre en place ces journées de réflexion. Et là, on est en train déjà de réfléchir sur la tenue de ce qu'on va appeler sans doute les assises du sport martiniquais. Après 2 ans de pandémie, qu'on se réunisse les uns les autres pour tirer à la fois le bilan de ces 2 années, parce que après Covid, c'est plus pareil. Donc, il faut qu'on repense nos structures, il faut qu'on repense nos modes de fonctionnement, quelles sont les nouvelles attitudes à avoir par rapport à ce que nous avons connu. Et puis pouvoir remonter vis-à-vis de nos partenaires politiques et institutionnels en disant voici la réalité du monde sportif et voici nos attentes, voici ce que nous vous demandons. Et puis il y a de nouveaux sports qui frappent à la porte très fortement. On a parlé du futsal tout à l'heure et qui peuvent désorganiser certaines disciplines. J'ai en tête l'organisation de la Guadeloupe où le futsal pose de sérieux problèmes. Donc il y a ça, et puis il y a de nouveaux sports comme le e-sport. Oui. Où là on a des compétitions nationales, on a des compétitions internationales avec des Martiniquais qui ont de très bons niveaux. Et il y a eu une compétition internationale en Guadeloupe où là on a eu des Martiniquais en finale. Et le futsal, c'est une nouvelle composante qu'il faut intégrer à la fois dans nos fédérations et dans notre pratique sportive. Alors, est-ce que le e-sport n'est pas en train de prendre la place du sport qui se pratique sur les terrains? Non, il doit être un aiguillon. Pour moi, non, mais il faut qu'on en tienne compte. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on dorme. Et c'est vrai que beaucoup de fédérations, plutôt que de le laisser se développer à part, l'ont intégré dans leur programme et ça devient une discipline à part entière. Mais les anciennes disciplines doivent se réveiller et se renouveler par rapport à ça. Parce qu'on a l'impression que les joueurs des différentes disciplines ont plus tendance à aller vers l'e-sport que de venir faire du sport
sur les terrains, hein, parce qu'on a constaté que le nombre de licenciés diminue. Est-ce que c'est pas par rapport à ça? Le tennis, le football? Non? Non, moi je crois qu'effectivement il faut accompagner parce que la pire des choses serait de faire l'autruche, l'autruche ou le manicot, je sais pas, et d'ignorer les grandes mutations sociétales. On parle de génération X, Y, Z, I, bon. Et donc il faut accompagner parce que sinon, si vous ignorez cela, le temps de vous retourner, vous vous rendez compte effectivement que soit d'autres ont pris votre place en tant que gestionnaire du sport structuré, ou bien soit que les choses se font de manière non structurée. Donc, accompagner, associer, ça se fait ailleurs dans le monde, sur le plan national aussi, accompagner les pratiques digitales avec des pratiques sportives réelles, hein, coupler les deux. Bon, en foot, il y a par exemple ce qu'on appelle... non, mais justement, vous avez un dispositif qui est organisé par la Fédération française depuis longtemps et qui associe dans la composante compétitive une partie physique de terrain et une partie en salle, y compris avec une dimension culturelle, une dimension également ludique digitale. Donc c'est un petit peu ça qui fait. Mais il faut surtout pas détourner le regard. Le futsal, c'est un exemple. Hein. Si vous ignorez l'impact et la percussion de ces nouvelles pratiques dans le monde entier, elles vont trouver d'autres voies d'organisation. Elles vont contourner un peu l'historique et puis créer de la nouveauté. Alors, Jean-Michel Tabar, est-ce qu'à votre niveau, les sélections se sont déplacées pendant cette saison? Alors, nous avons eu une sélection qui a eu lieu cette année chez nous. Par contre, en Guyane, nous sommes déplacés en par équipe. Donc, ce sont les vainqueurs, les champions et vice-champions qui se sont déplacés pour s'opposer à nos camarades de Guyane et de Guadeloupe. Et donc, les résultats, on a quand même réussi à s'en sortir quelque peu. On était sur le podium, mais pas la place habituelle. Que le club franciscain, qui est notre fer de lance en la matière, n'a pas réussi à sortir donc, de l'engrenage que la Guyane avait mis en place et s'est retrouvé à la 3e place, laissant donc cette première place à la Guyane et puis la seconde place à la Guadeloupe. Alors, s'agissant par contre donc, de la sélection pure, je disais donc en préambule, nous avons organisé donc, les 20e championnats pour Guyane. D'ailleurs, les invités de Marc qui sont ici ont à l'occasion donc, d'une réunion pour parler donc, de la Martinique dans la Caraïbe, parce que je suis aussi président adjoint de la Fédération caribéenne de tennis de table. On a observé qu'il y avait aussi donc, des invités de marque. Donc j'ai oublié de citer tout à l'heure donc Haïti. Haïti était là aussi. Oui. Donc on avait quand même un plateau assez riche. Et nous avons eu de belles empoignades. Hein. J'étais sur le terrain, bien évidemment, sur la table de jeu. Et c'était quand même une très belle manifestation. Donc voilà, on n'a pas à rougir. Malgré les difficultés liées à la pandémie, nous avons réussi à mettre en place donc, une sélection féminine, une sélection de jeunes, juniors, cadets, minimes, pour pouvoir évoluer au niveau de la sélection. Et en escrime, je suppose qu'il y a eu plusieurs sélections. Oui, on a eu nos sélections sont parties complètes, aussi bien M15, M17, M20. Donc là où on a eu le plus de résultats et de meilleurs résultats, ça a été en M15 et en M17. Et puis en handisport. Et là, ça a été la grosse surprise où on a confirmé. Après, on a vraiment 2 espoirs en handisport pour les Jeux de Paris 2024 qui peuvent être présents sur les Jeux handisport 2024. Alors, Président, ma question sera différente. Vous avez fait venir un nouveau sélectionneur pour la sélection senior, Marc Cola. Les résultats n'ont pas été ceux
que vous attendez. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce qu'il sera reconduit pour la saison prochaine? Les résultats n'ont pas été ce qu'on attendait, c'est vous qui le dites. Si il fallait s'attendre à battre le Costa Rica qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde chez lui, et qu'il fallait battre le Panama qui lui aussi, à peu de choses près, a raté sa qualification pour la phase finale. Si on s'attendait à ça, oui, le résultat n'est pas là. Bon, maintenant, c'était ça, voilà, oui. Donc, si on revient à des choses plus sérieuses, l'idée est d'essayer effectivement, dans ce concert international de très haut niveau, d'avoir la meilleure représentation et la meilleure compétitivité possible. L'objectif, je le rappelle, c'est d'essayer de se qualifier pour la prochaine Gold Cup 2023. Ça passe effectivement par des matchs en CONCACAF Nation League. On a donc raté nos 2 sorties à l'extérieur. On s'est rattrapé avec la première sortie à domicile, avec un match encourageant devant cette prestigieuse équipe nationale du Panama. Maintenant, il reste à accueillir le Costa Rica en mars 2023, avec toujours une petite chance d'essayer de se qualifier directement pour la Gold Cup 2023. Et même si on n'y parvenait pas directement, il restera ce qu'on appelle les barrages, puisque je rappelle que nous sommes dans la poule haute de cette compétition, avec les 10 meilleures nations football de la CONCACAF. Nous sommes les 2 petits dans cette poule haute avec Curaçao. Et donc, le seul pays non FIFA à être à ce niveau de la compétition. Donc il faut remettre toujours les choses à l'endroit. Et ce que je voulais dire également, c'est que la pandémie, tout le monde le sait, n'a pas permis de se préparer dans de bonnes conditions. Nous avons eu des joueurs qui, pour la plupart d'entre eux, jouaient pour la première fois ensemble, à l'extérieur, dans des conditions difficiles. Donc voilà, s'il faut tirer les enseignements, se projeter vers l'avenir. Et l'avenir, c'est cette saison qui redémarre avec des opportunités qu'on va essayer de saisir pour se préparer pour les échéances compétitives à venir. Donc voilà le bilan qu'on peut tirer. Et les lumières se focalisent sur Marcola, mais il faut bien rappeler que l'encadrement d'une sélection dans toutes les disciplines, finalement, c'est un staff. On a un staff qui est performant, avec notamment un entraîneur adjoint qui est du cru, qui est local. On a un préparateur physique qui fait un bon travail. On a surtout une équipe qu'on qualifie de médico-technique qui est aussi fait un travail remarquable. Donc voilà, il faut laisser le temps, il faut regarder ce qui se passe. Il faut que toute la Martinique soit derrière ses représentations sportives. Et je pense que ça a été le cas lors de la rencontre contre le Panama à Dillon. Et puis, on va continuer à être le plus performant possible, ce qu'on a réussi à faire depuis plusieurs années. Oui, excellent. Où est votre affiliation au niveau de la NORCECA, je crois? La NORCECA ou la FIFA? Oui, dans l'affiliation à la FIFA, on continue à travailler. C'est sûr que les planètes se sont un petit peu désalignées, on va dire ça comme ça, parce que vous avez ce qu'on connaissait déjà, une mauvaise volonté de la part de la Fédération française. On a également un positionnement un petit peu différent des instances de la FIFA elle-même, parce que la Confédération africaine de football a pris une position assez étonnante d'ailleurs, puisqu'elle a modifié ses statuts pour empêcher que les territoires non souverains africains n'intègrent la CAF. Donc voilà, c'est un changement de posture qui peut-être gêne un peu à la fois la FIFA et la CONCACAF, parce que une grosse confédération comme la Confédération africaine, pour des raisons politiques, des histoires de tensions, politiques, de territoires africains qui ont des velléités d'indépendance. Et donc il y a une forme de statu quo. Nous,
on continue à batailler faire, mais on est surtout sur un combat aujourd'hui qui est de réduire les inégalités. Il y a des choses qui sont prévues. Il y a eu une réunion à Nice lors de du congrès de la Fédération française de football avec le représentant de FIFA qui est venu pour travailler sur des sujets comme la libération obligatoire des joueurs, sur des sujets comme l'assurance des joueurs professionnels qui peut être prise en charge, qui pourra bientôt, on l'espère, être prise en charge soit par la Fédération française, soit par la FIFA dans le cadre de programmes qui vont permettre de financer ce type de choses qu'on réclame depuis longtemps. Il y a un autre sujet qui est le sujet d'abonder les financements qui nous sont donnés aujourd'hui. Il y a les questions d'infrastructure. On a parlé tout à l'heure des gros problèmes qui touchent notre pays, alors qu'il y a de l'argent à pas savoir quoi en faire dans les instances internationales du football. Donc on travaille sur ces sujets-là. Et à défaut d'évoluer vers un statut de full member, on pourrait avoir au moins des situations conventionnelles qui permettent de régler ces grands sujets qui nous posent problème. Oui. Alors justement, puisqu'on parle de libération des joueurs, on sait que la sélection a toujours du mal à justement obtenir la libération des joueurs professionnels qui jouent en France et parfois ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on est en situation de statu quo ou bien est-ce que les choses évoluent? Alors on a eu donc à l'occasion de ces matchs de compétition entre guillemets de bonnes touches auprès d'un certain nombre de clubs, le plus souvent des clubs étrangers, parce que la résistance est plus forte au niveau des clubs professionnels français. On a eu aussi beaucoup de bonnes touches auprès d'un certain nombre de joueurs de très haut niveau, on va dire. Et puis on n'a pas eu de chance, parce que pour diverses raisons, des opportunités qui semblaient être validées n'ont pas pu se réaliser. On peut prendre un exemple, le milieu de terrain qui joue en Liga espagnole, Michael Malsa, que tout le monde connaît et on voit le niveau auquel évolue ce joueur. Michael Malsa, le club avait déjà validé sa sortie, enfin sa mise à disposition. Lui-même, il était partant depuis longtemps. Et d'ailleurs, on a pu le voir présent au stade de Dillon lors du match du Panama, pas sur le terrain, mais dans les tribunes. Et Michael Malsa a été obligé de rester en famille parce qu'il a été père juste pendant cette période compétitive de son enfant. Bon, il y a d'autres situations aussi, des joueurs, notamment les joueurs stéphanois, pour lesquels il y avait déjà de bonnes touches, Kolo Kesiak et Nordin, qui, compte tenu très certainement des difficultés de la Saint-Étienne, n'ont pas pu être libérés. Bon. Donc voilà, c'est ça aussi le haut niveau, c'est ça aussi la réalité d'un pays football qui n'est pas indépendant mais qui joue dans la cour des grands et qui n'a pas effectivement les mêmes armes que tout le monde, parce que si on avait cette autorisation ou cette obligation de libération des joueurs par les clubs professionnels, même en n'étant pas full member FIFA par un système conventionnel, on enverrait 15 jours à l'avance la convocation et le club n'aurait pas d'autre, solution que de libérer le joueur. C'est quand même difficile pour un club de Ligue 1 de pouvoir libérer ses joueurs. Non, c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que ce sont ce qu'on appelle des périodes FIFA. Donc il n'y a pas de compétition à ce moment-là. Donc les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 n'ont pas de compétition pendant les fenêtres FIFA. Ils ont peut-être peur que ces joueurs-là se blessent et puis ne puissent pas poursuivre les compétitions. Oui, bien sûr. Les clubs professionnels sont des entreprises et ils ne sont pas là pour faire de beaux yeux à l'équipe de Martinique. Et on voit d'ailleurs les difficultés que l'équipe de France Olympique a eu pour pouvoir obtenir la libération des joueurs pour aller jouer les Jeux Olympiques lorsqu'ils en ont eu besoin. Et le président de la fédération lui-même, Noël Le Graët, a déclaré qu'il faudrait que ça change et que les Jeux Olympiques puissent être considérés, enfin la période des Jeux Olympiques peut être considérée comme un créneau FIFA. Donc voilà. Est-ce que le CETOSMA a même mise
pour que les joueurs, sous les équipes de métropole, pour que les joueurs puissent venir. Non, on n'a pas. Malheureusement, on n'est pas. Parce qu'on n'a pas ni même mise, ni en termes de consultation sur ça, parce que les situations sont extrêmement variables en fonction des sports. Je dirais, le cas du football est un des cas les plus avancés. Il y en a d'autres et on n'a pas d'homogénéité sur la pratique sportive et sur les disciplines. Tout dépend de comment elles sont organisées. Tout dépend également du niveau local au niveau de la discipline. Et c'est là où on joue. Et puis, certaines fédérations sont plus puissantes, plus frileuses que d'autres. Et la situation est extrêmement variée. Et là, aujourd'hui, la situation est que nos équipes, nous ne sommes pas des pays indépendants. Donc, nous pouvons jouer sur les compétitions régionales tant que ces compétitions régionales ne sont pas qualificatives, soit pour les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques. Donc, ça demande aux fédérations d'organiser à leur niveau des compétitions, ce type de compétitions non qualificatives. Donc, avec un certain panache. Donc, le foot a organisé la World Cup, donc ils ont un certain nombre de compétitions régionales de haut niveau, mais on n'a pas le cas, par exemple, au tennis de table, on n'a plus le cas en escrime, par exemple. Donc, et du coup, les situations sont extrêmement contrastées. Aujourd'hui, les compétitions au niveau du tennis de table sont directement qualificatives pour les championnats du monde ou bien pour les Jeux Olympiques. Donc, derrière, on ne peut pas y participer. Donc, cette analyse est compliquée à avoir. Chaque sport étant différent. Et puis après, c'est un problème politique, quoi. C'est un problème de positionnement politique. Il y a le cas de la Nouvelle-Calédonie qui est un territoire associé différemment, mais bon, il y a une autre organisation, mais bon, ceci est un autre débat. Vous restez avec nous, on va faire un tour du côté du volley, puisque vous savez, les U19 avaient été joués une compétition, un championnat de la Caraïbe à Trinidad. Elles sont sorties deuxième, puisqu'elles sont inclinées en finale contre les îles Vierges. Mais une compétition qui a été très bien suivie par cette équipe martiniquaise. On va d'abord peut-être voir leur arrivée ici, au port de Fort-de-France, avec médaille d'argent. La sélection U19 féminine de Martinique. Donc on peut dire que ce tournoi était plutôt mitigé, si je puis dire, puisque effectivement on perd en finale. On sait très bien qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Néanmoins, je suis très fier de mes joueuses. Je les remercie pour leur combativité durant ce tournoi, face à des équipes quand même comme Trinidad, Suriname, qu'on a su effectivement battre. Et on a perdu au pied de la marche contre une équipe des îles Vierges qui était bien constituée. Ce qui nous a manqué, c'est un peu de rythme de compétition, puisque ça faisait qu'une semaine seulement qu'on avait l'effectif, en tout cas le 6 majeur en place. Néanmoins, on peut dire que le bilan est plutôt positif, d'une manière générale, même si que l'objectif que je m'étais fixé était quand même la victoire de ce championnat, qui était qualificatif aussi pour une compétition en Orseka. Malheureusement, on termine au pied de la marche. Je remercie encore mes joueuses pour leur ténacité, combativité et puis cette cohésion d'équipe qu'elles ont su mettre en place. Là où on a pêché, malheureusement, c'est d'un point de vue purement technique, c'est sur la finition des sets et des matchs, notamment sous l'aspect offensif. Cela dit, on va continuer et puis essayer de produire de nouvelles générations pour aller sous ces joutes de compétition internationale. Voilà. Bonjour, je suis Marie Marajou-Breton.
capitaine de l'équipe de Martinique. Ce tournoi pour nous s'est très bien déroulé. Nous avons commencé avec une victoire contre le Suriname, après une défaite contre les îles Vierges, mais ensuite on a remonté la pente et nous avons gagné contre Trinidad et Tobago. Puis nous sommes arrivés en finale. Malheureusement, personnellement, je me suis blessée, mais l'équipe a pu être là au rendez-vous. Sauf qu'on n'a pas pu tenir. On n'était pas... on était... Comment dire? On était toutes au rendez-vous pour la finale, mais îles Vierges était plus forte que nous. Donc nous sommes arrivés deuxième, mais nous avons eu un très beau parcours et je suis fière de toutes les filles parce qu'elles se sont toutes bien débrouillées. Et on avait un beau collectif et j'espère qu'on repartira tout ensemble. Voilà, donc on va poursuivre avec nos présidents de ligue. La nouvelle saison, comment s'annonce-t-elle? Jean-Michel Talbot. Disons de manière positive, c'est de beaux auspices. Moi, je constate que nous, on termine très bien la saison, puisqu'on n'a pas parlé, peut-être que tu évoqueras le sujet plus tard, mais de formation. On a fini avec une bonne note, avec une formation d'arbitre et de juge-arbitre. Donc, nous avons 15 nouveaux arbitres, et parmi lesquels nous avons 4 dames, donc 4 féminines. Donc, là encore, on va dire qu'il n'y a pas équité, mais bon, ce n'est pas vraiment le but recherché de la Ligue. La Ligue souhaite mettre à disposition de tous les licenciés donc des formations, et toutes celles et tous ceux qui veulent y participer, y participent. Et cette fois-là, on a eu quand même un bon coup, puisque sur les 15 candidats, on a eu 15 régites en arbitre régional, et puis on a eu 5 juges arbitres premier degré. Nous avions prévu le niveau JA2 et JA3, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire puisque le formateur désigné 3 jours avant son départ a été testé positif, donc encore problème sanitaire. Nous avons réussi à sauver les meubles puisque la formation a quand même eu lieu en GA1 et en arbitre. Donc voilà, ce sont des bonnes notes qui laissent présager que la saison qui viendra, là, qui débutera en septembre, sera une très bonne saison, puisque je pense que à l'instar de mes homologues dans leurs disciplines respectives, il y a eu une recrudescence donc de licenciés en fin de saison. C'est notre cas aussi. Donc vous avez un nouveau club. Pardon ? Vous avez un nouveau club ? Non, au niveau des clubs, on a quand même une certaine stabilité. Je parle de licenciés, parce qu'on a un potentiel là, qui doit revenir. Et donc, avec la fin de la saison, on a vu quand même de l'engouement, on a vu des personnes qui sont revenues, des joueuses qui sont venues, des joueurs qui sont revenus. Et donc, je présage que pour la nouvelle saison, on aura un effectif beaucoup plus important, ce qui va augurer qu'en cours de saison, ça va amener encore d'autres pratiquants. Voilà, donc, et puis bien évidemment, nous nous inscrivons dans toutes les compétitions, de la Caraïbe, Antilles-Guyane, et puis national aussi, puisque nous envisageons, par l'intermédiaire donc, de notre partenariat, de notre convention de coopération avec la Ligue d'Île-de-France, un stage pour les jeunes, et une participation dans la foulée au championnat de France Interligue. Voilà. Est-ce qu'il y a de grands événements de prévus pour la nouvelle saison? Les grands événements, c'est surtout le championnat de la Caraïbe, parce que le championnat de la Caraïbe, c'est du haut niveau. Il n'y a pas les équipes de France qui viendraient s'entraîner chez nous, et tout comme ça, non? Alors, il y a quelque part placé dans le coin de la tête une organisation inédite, mais bon, je garde encore pour le moment... Vous me donnez le scoop, quoi. Le secret, ça sera fait, il n'y a pas de souci, mais peut-être ce sera au-delà de la partie nationale, ce sera un peu plus large.
Et au niveau de l'escrime, Alors, juste pour préciser, parce que ça va coïncider en même temps avec les 60 ans de la Ligue de tennis de table de Martinique. Donc, on aurait souhaité faire quelque chose. donc vous reviendrez pour nous en parler. Bien, avec plaisir. Au niveau de l'escrime, comment ça s'annonce? La saison s'annonce sous de meilleurs auspices, puisqu'à la fois, donc, compte tenu des résultats, et puis on a des jeunes très prometteurs qui étaient déjà au port d'équipe de France, qui pour des raisons reviennent. Donc c'est une nouvelle organisation à mettre en place. Et puis c'est surtout, je dirais, affirmer notre volonté de mettre en place au local nos organisations. Comme disaient certains, les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont encore les Martiniquais. Et on a eu en particulier une opposition assez virulente avec notre fédération, en particulier sur notre centre de haut niveau, puisque à un moment donné, tout le sport de haut niveau a failli basculer sur la Guadeloupe en termes d'organisation, et nos structures fédérales n'a pas échappé à la mise, et le centre de perfectionnement du haut niveau pour les M17, M15 et M17 se situe en Guadeloupe. Et là, on a opposé un non ferme et définitif à la fédération, en disant qu'il est... et que du coup, aussi bien par rapport avec l'avis des parents et tout, et on a eu l'autorisation de monter un centre régional de haut niveau pour cette catégorie. Donc là, on savait faire, donc on n'a pas besoin de faire. Donc on mettra en place toutes ces structurations et c'est montrer comment il faut être vigilant à la fois vis-à-vis de nos fédérations et vis-à-vis de nos organisations. Et parce que derrière, on a des cadres performants, il faut mettre en place les formations qu'il faut et derrière, et se battre pour que nos filières qui ont été mises en place, surtout quand on voit les résultats qu'elles donnent, ne soient pas modifiées à 8000 km. Donc on se bat et on sait que là, cette année, on a commencé à discuter avec différents clubs pour mieux se réorganiser, mieux se structurer. On a tenu compte des effets des 2 ans que nous venons de passer et ça nous demande par contre beaucoup plus d'efforts. Beaucoup plus d'efforts. Alors, est-ce que ce rapport conflictuel avec l'autorité du tutelle est quelque chose qui date? Et comment évolue ce rapport conflictuel? Non, c'est malheureusement, je dirais, ça fait partie des aléas d'une fédération. Et là, nous avons une fédération où nos rapports sont compliqués. Et c'est là où il faut rester vigilant, quoi. Et ça demande à nous, dirigeants, d'être présents, de savoir défendre nos dossiers jusqu'au bout. Et puis après, mais ça n'empêche pas d'avoir de rapports malgré tout cordiaux, puisque on doit recevoir en octobre l'équipe de France épée qui viendra en stage pré-olympique. Donc derrière, l'un dans l'autre, je dirais que quand les dossiers, on discute des faits. En disant, vous nous dites Guadeloupe, alors qu'on montre qu'en termes de résultats, on sort des champions sur des filières qui organisent. Donc pourquoi on ne va pas la changer? On ne va pas la changer. Et derrière, en termes de coûts, ce n'est pas du tout non plus la même chose. Et derrière, ça veut dire que quand sur 5, vous avez 6 qui partent, vous avez 5 sportifs avec un niveau, vous envoyez 4 sur la Guadeloupe, ça veut dire que votre niveau local, du coup, périclite. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on a exposé les faits, et du coup, on a été entendu. C'est là où on montre qu'il faut à la fois connaître ces dossiers. Mais c'est vrai dans d'autres disciplines où derrière, on a, dans la structuration du haut niveau, et ça, c'est la barrière, c'est l'OSMA, où avec la DRAGES, on se dit quelles sont les organisations qu'on doit mettre en place au niveau de la Martinique par rapport à une organisation de bicéphale entre la Guadeloupe et la Martinique. Et je suis de ceux qui disent que quand on fait partir sur certaines disciplines où la masse est faible, la masse du haut niveau est faible, quand on exporte cette masse sur notre territoire, on affaiblit le territoire de départ. Donc à un moment donné, ce sont des décisions à prendre, même si face à ça, il y a des organisations administratives. Et c'est comment défendre certaines spécificités. Sur les disciplines où là, on a des milliers de licenciés, l'impact est moindre. Mais je tiendrai le même discours si ce sont des Guadeloupéens qui viendront en Martinique. Ça, c'est simplement des effets de masse et des effets d'échelle.
Alors, au niveau de cet osman, à part la nuit des champions, qu'est-ce qui est prévu à votre niveau? Est-ce qu'il y a des événements qui vont se produire, que vous allez produire au niveau du cet osman? Là, déjà, nous produisons cette semaine la caravane du sport, donc qui permet sur l'ensemble de certain nombre de communes, donc Nord-Caraïbes, Saint-Pierre, le Centre, Lamentin, Fort-de-France, Schellcher, Saint-Joseph, Trinité, François, etc., sur un ensemble de communes, sur plus d'une dizaine de disciplines, entre la natation, le volleyball, le tir, l'athlétisme, les gommiers, la lutte, etc., permettre à des jeunes de pouvoir s'initier à des disciplines pendant toute la semaine. Donc découvrir de nouvelles disciplines, revenir justement au niveau du sport. Donc là, ils peuvent à ce moment-là aller soit sur le site des clubs, les clubs faisant également des communications, ou le site le Facebook du CETOSMA. Et là, ils auront toutes les informations. Donc ça, c'est l'opération que nous menons déjà là cette semaine. Et puis en octobre, nous avons la même chose qu'on va décliner au niveau des sports des plages. Donc à la fois faire découvrir certains sports, comme le tennis, le beach tennis, le volley, la lutte, certaines luttes, etc., plus les sports nautiques. Donc là, on a une facette maritime qu'il faut qu'on développe. Donc il faut donc il y a ça, et puis la nuit des champions et d'autres, voilà. Déjà la nuit des arts martiaux également, qui permettra de mettre en lumière, je dirais, toutes les pratiques. La nuit des arts martiaux. La nuit des arts martiaux, qui après 2 ans d'absence, voilà. Ouais. Donc, belle manifestation qui présentera toutes les disciplines martiales qui existent au niveau de la Martinique en termes de développement et autres. Alors, une question qui me trotte à l'esprit, est-ce que le football fait partie du CETOSMA? Oui, bien sûr. Oui, aussi. Bien sûr, je crois que c'est une... Il n'y a pas d'état dans l'état. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, Alors oui, il y a, semble-t-il, une arrivée massive des sports de plage au sein du CETOSMA et puis même dans le mouvement sportif en général. Donc est-ce une tendance majeure mondiale? Et comment se positionne le CETOSMA par rapport à justement cette tendance? C'est une tendance mondiale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des disciplines qui se sont développées déjà par les filières fédérales. Le beach volley, le tennis, le beach tennis, et autres. Voilà. l'extérieur. Et pourquoi? Parce que ça permet de développer la pratique sur des pratiques peut-être beaucoup plus festives, beaucoup plus fun, et d'augmenter, pourquoi pas, le nombre de licenciés, parce que ça devient à terme des disciplines sans doute qui deviendront à part entière. Donc là, c'est une démarche internationale, et aujourd'hui, on s'en félicite. Les ligues et comités martiniquais prennent le train en marche, développent ce type de discipline, forment des cadres pour pouvoir les mettre, et puis après, c'est discuter avec les communes, et c'est là l'objectif, discuter avec les communes pour labelliser un certain nombre de sites, pour mettre en place les infrastructures. On a quelques grandes plages qui nous permettent d'organiser cela. Et puis, c'est vrai, c'est une animation des plages qui permet d'augmenter l'attractivité de certaines communes. Donc là, on accompagne ce mouvement. On va terminer avec vous, Président. Comment s'annonce la saison de football? On sait que c'est pas compliqué, mais bon. Non, rien n'est compliqué. Alors, depuis l'arrivée de cette crise sanitaire, j'ai choisi de ne plus tellement utiliser ce terme. La saison a commencé déjà, et avec quelque chose de très encourageant, c'est qu'on a une mobilité assez importante des joueurs, parce que vous savez que c'est la période où elle est terminée d'ailleurs depuis le 15, mais de ce qu'on appelle le changement de club, qu'on appelait avant la période de mutation. Donc il y a eu, semble-t-il, une grosse activité avec des clubs qui se sont renforcés, des clubs qui ont perdu des joueurs. On a aussi des joueurs qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est un élément de mesure, du dynamisme peut-être attendu. On a également là nos élites
jeunes qui vont partir en compétition internationale. Donc en fin de mois, la sélection des U15 féminines va dans un tournoi à Tampa, en Floride. Et la sélection des U17 garçons va partir fin août également en Floride dans un tournoi à CONCACAF. Donc ça, c'est aussi de bon augure. Ça veut dire que les choses reprennent véritablement et que la crise n'est pas totalement derrière nous, mais les affaires reprennent. Alors la fin de saison a montré on l'a dit, qu'il y a un engouement. On a vu des phases finales de compétition extrêmement disputées non seulement, mais avec une présence du public importante. On se rappelle de la finale de la Coupe de la Martinique de la saison précédente entre le CO Trinel et l'US Robert. Ça a été une vraie fête au stade de Georges Gracian. On a vu les matchs de sélection, on a vu la finale du championnat de Régional 1 entre le club franciscain et le Golden Lion champion, avec de l'engouement, avec de la passion. C'est vrai que les nouvelles formules de compétition, en particulier du championnat de Régional 1, sont des formules à match à élimination qui ont créé évidemment une forme de ferveur populaire. Donc c'est un élément. On va repartir la saison prochaine sur 2 groupes de Régional 1 avec toujours, quoi qu'on en pense, cette formule de 6 majors à la fin de la compétition, qui permet vraiment, comme les playoffs dans d'autres disciplines, d'avoir le meilleur des joueurs, le meilleur des performances, la meilleure des équipes. Et puis, on a tout ce travail aussi d'insertion par le football. L'opération Insert Foot pendant 1 an qui a permis, avec un certain succès, d'intégrer socialement et sportivement 14 jeunes dans des emplois à durée déterminée, donc financés par les fonds structurels européens. Donc on a un Insert Foot 2 qui démarre probablement autour de septembre, un petit peu sur le même modèle. Donc ça, voilà, c'est le volet un petit peu insertion par le sport. Et puis bien d'autres dimensions qui permettent d'espérer que voilà, on aura une belle saison. Évidemment, l'activité de la sélection senior, avec très certainement 2 matchs amicaux internationaux probablement en septembre, et puis on attend les nouvelles échéances, les prochaines échéances compétitives. Il faut parler aussi juste des arbitres qui constituent une composante importante du football et dans toutes les disciplines. Les choses sont assez intéressantes aussi parce qu'on a l'impression que ça, en termes d'effectifs, ça redémarre malgré la crise. On a une jeune arbitre féminine qui a été retenue pour aller arbitrer aux États-Unis en CONCACAF, tournoi CONCACAF international féminin. C'est YLJ Abati. Alors je crois qu'il y a un petit souci administratif là, je ne sais pas si ça va pouvoir se régler, mais là aussi c'est la reconnaissance des instances internationales sur le travail réalisé par les clubs. Et puis sur le plan des élites jeunes, on a de plus en plus de jeunes qui intègrent les centres de formation professionnelle. Alors c'est vrai que ce qui a défrayé la chronique récemment, c'est le jeune Jérémy Sébas, qui a signé au Racing Club de Strasbourg, et qui a profité d'une opportunité. On dit souvent que ce qui permet aux jeunes sportifs d'éclore, c'est 3 choses, c'est le talent, le travail et la chance. Je crois que véritablement Jérémy Sébas a réuni ces 3 choses-là. Et donc il y avait un recruteur du RC Strasbourg, qui était du Racing Club de Strasbourg, qui était de passage en Martinique. Il a joué le match contre la Barbade ici. Le recruteur était dans les tribunes. Il a dit non, celui-là, je repars. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et puis de nombreux jeunes issus de la section d'excellence sportive de Périno, mais également du CRFA qui est en Guadeloupe, et qui chaque année, voilà, il y a un départ de jeunes martiniquais, guadeloupéens issus du CRFA ou martiniquais issus de la SES qui signent dans les centres de formation professionnelle. Il y a un petit jeune
aussi de 16 ans qui a signé au Paris Saint-Germain. Oui, alors lui, il n'est pas issu directement de la formation martiniquaise, mais voilà, c'est un Martiniquais bon teint, issu, voilà, qui et voilà, c'est juste pour rebondir sur ce que disait René tout à l'heure, quant à la capacité à faire un peuple sur des sujets extrêmement sensibles comme l'accès à l'international, comme la question des infrastructures. On me qualifie souvent d'être un peu trop offensif ou peut-être même subversif. Mais je pense il y a de bons défenseurs aussi, mais je pense très sincèrement j'ai eu l'occasion de le dire à René, qu'on est trop gentil. Je regarde la Corse. Ce qu'on nous fait, on ne le fera jamais à Corse. Donc c'est très clair, je prends mes responsabilités quand je le dis. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons depuis la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, depuis maintenant presque une dizaine d'années, nous réclamons que les équipes féminines puissent jouer la Coupe de France féminine. On nous mène en bateau, on tourne en bourrique, comme on dit, etc. La Corse nous avons 10 équipes féminines. La Corse a un championnat de régional 1 avec 8 équipes, donc la moitié qui jouent en football à 8. Et eux, ils sont en Coupe de France féminine. Donc c'est un exemple flagrant. Et puis après on dit c'est toujours Perrault, voilà. Mais il faut qu'on tape plus fort sur la table. Et il faut que nos élus nous accompagnent aussi dans cette démarche, qui est une démarche non pas d'aller mendier les choses, mais d'aller exiger, c'est le terme, la l'égalité des chances et que la République, en tout cas le monde fédéral sportif qui fonctionne en délégation de service public de la République, que cette République puisse reconnaître les Outre-mer comme étant une dimension totalement intégrée à la réalité sportive nationale. D'autant plus que dans la plupart des disciplines, et le football est en retrait par rapport à ça, que ce soit en escrime, que ce soit en tennis de table, que ce soit en handball, que ce soit en volley, quand vous voyez la réalité des équipes nationales, alors c'est pas normal que nous puissions, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, en natation, en escrime, en volley-ball, en handball, porter comme ça le sport national au plus haut niveau du firmament du sport international, et puis que parfois on nous crache dessus. Non, c'est pas normal. Ça, c'est un combat qu'on va... C'est un combat où là, derrière, je ne vais rien lâcher. Et là, je sais que demain matin, j'ai à 3h du matin une réunion du comité olympique avec le ministère des Sports. C'est 3h du matin, mais jusque-là. En tout cas, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation, d'être venus parler de votre sport, du bilan et des perspectives. Merci beaucoup. Notre émission arrive à sa fin malheureusement. Merci aux téléspectateurs. Merci à Philippe. Oui, alors avant que l'émission ne saute autour, je voudrais quand même saluer la mémoire de quelqu'un qui nous est cher à tous et qui est parti il y a 4 ans à quelques jours près. Je pense à Germain Soumbou. Et je ne vais pas dire grand-chose. On sait quel grand homme c'était et on sait quel vide il laisse derrière lui. Ok, merci beaucoup, merci à tous et à lundi prochain et surtout, portez-vous bien.